Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire en vidéo une étude non exhaustive, mais néanmoins intéressante, enfin du moins je l'espère, du thème astral de Elisabeth Clare Prophète, qui est la personne qui a parlé la première fois euh, de la relation flamme jumelle, hein. C'est elle qui a créé, qui a divulgué ce nom flamme jumelle pour mettre en lumière ce qui est véhiculé au final au travers, enfin à travers ce, ce, ce terme, ces termes flamme jumelle. Vous allez vous rendre compte que sous des aspects lumineux se cache une énergie de manipulation issue d'une personne quand même qui a plongé dans l'ego spirituel, puisque je vous invite à faire vos propres recherches personnelles. Elisabeth Clare Prophète était une gourou de secte, hein. Elle a créé sa communauté spirituelle New Age dans les années 70 après la mort de son mari Marc Prophète, qui lui-même avait créé son groupe, sa communauté spirituelle, où il prétendait canaliser les maîtres ascensionnés. Il a converti Elisabeth à tout cela, l'a initiée à tout cela, mais vous allez voir que dans son thème astral, Elisabeth Clare Prophète avait un rapport quelque peu désaxé euh, au monde subtil. Donc elle s'est aussi posée en maître spirituel, en gourou. Elle a notamment créé, enfin repris le groupe spirituel enfin la communauté spirituelle de son mari qui s'appelait Summit Lighthouse, qui est donc le phare du sommet, et l'a transformé en une organisation qui s'appelait l'Église universelle et triomphante. Donc si vous allez chercher des images d'Elisabeth Clare Prophète ou des vidéos d'Elisabeth Clare Prophète, vous allez vous rendre compte du personnage. Et elle a notamment dit, enfin auprès de ses fidèles en tout cas, qu'il y aurait une attaque nucléaire aux États-Unis dans le milieu des années 80. Elle leur a fait acheter des armes et construire des bunkers au sein ou pour protéger la communauté spirituelle, et bien sûr, il ne s'est absolument rien passé. Donc elle a eu quelques petits problèmes de dérive sectaire, mais quand on voit son thème, on comprend aisément pourquoi. En tout cas, c'est elle qui a écrit le premier livre en évoquant les relations d'âme sœur et de flammes jumelles, en disant que c'était des relations qui prônaient l'éveil spirituel. Voilà, donc c'est la flamme violette parce elle prétendait canaliser Saint-Germain, donc les enseignements de la flamme violette, enfin tout ce qui a été véhiculé par rapport à ces termes flammes jumelles, quoi, hein. Donc ça vient d'elle, en tout cas. Donc je voulais vous faire un petit portrait de sa personnalité à travers mon étude, ce n'est que mon étude, de son thème astral. Alors, déjà, on va parler un peu de cette personnalité, de cette femme, hein, qui a un côté un peu fleur bleue en ce qui concerne l'amour. Déjà, vous voyez que elle est ascendant cancer. Voilà, vous avez le cancer qui est ici et son degré d'ascendant qui tombe en cancer, 20e degré du cancer. Donc les ascendants cancer, ce sont des personnes qui, en amour, recherchent la protection et la sécurité affective. Elles ont besoin d'être avec quelqu'un qui va les materner, ou qu'elles pourront materner, où elles auront la sensation d'être à la maison, vous voyez, d'être protégées. Donc l'ascendant cancer, c'est quand même une personne qui recherche beaucoup de sécurité affective, et c'est généralement des personnalités qui souffrent d'une grande dépendance affective. Il y a une profonde blessure d'abandon, hein, généralement chez les ascendants cancer. Alors cette blessure d'abandon,
elle est marquée aussi, ou prouvée aussi, par le fait que son astéroïde Chiron, ou Chiron, mais moi je dis Chiron, qui est l'astéroïde de la blessure, mais aussi de la guérison, hein. Chiron, c'est le guérisseur blessé, donc c'est-à-dire qu'en travaillant cette blessure, on est capable de devenir guérisseur à notre tour, pour les autres. Chiron en cancer, les personnes qui ont Chiron en cancer ou en maison 4, la maison du cancer, sont des personnes qui souffrent d'une profonde blessure abandon, donc c'est plutôt des personnes dépendantes affectives. Donc quand on est dépendant affectif, ben, on a une certaine vision du couple et de l'amour, hein. Alors, comme elle est ascendant cancer, pour voir l'astre qui régit son thème, ben, on prend le maître du cancer qui est la lune. D'accord? Donc déjà, en étant ascendant cancer, c'est quelqu'un de très sensible. Et pour savoir le domaine de vie qui est le plus important ou qui a été le plus important pour elle, puisqu'elle est décédée en 2009, il faut regarder la maison dans laquelle se trouve son maître d'ascendant. Donc ça, c'est valable pour tous les thèmes. Si vous voulez savoir le domaine de vie qui va être très important dans votre existence, vous prenez votre ascendant, le maître d'ascendant, et vous regardez la maison astrologique dans laquelle il se trouve dans votre thème. Donc je vous donne mon exemple personnel. Je suis ascendant Scorpion, donc le maître du Scorpion, c'est Pluton, et Pluton dans mon thème se trouve en maison 12. Ça veut dire que mon existence, enfin, le domaine principal de mon existence, ça va être tout ce qui se réfère à la maison 12. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, de l'éveil spirituel, de la guérison des blessures, mais aussi du karma, des épreuves qui viennent du karma, des choses sur lesquelles on n'a pas prise, mais qui nous impactent dans cette vie de manière très subtile. Ce sont les ennemis cachés, les forces obscures qui nous empêchent d'avancer, donc voilà. Faut pas s'étonner que je sois quelqu'un qui soit très branché sur l'épuration karmique. Je ne fais que ça depuis quelques années. Alors, revenons-en à Élisabeth Claire Prophète, hein, quel doux nom, faux prophète, hein, vous allez voir. Donc, le maître de son ascendant, c'est la lune, et sa lune est en maison 5. Donc, comme je suis en train de parler de son côté fleur bleue, une vision de l'amour un peu, voilà, sucuk-beurre, comme je dis, la maison 5, c'est une des maisons qui traite de l'amour, mais c'est une phase de la relation amoureuse qui est au début de la relation. Vous voyez, quand l'amour est léger, rempli de joie, le côté flirt, en fait. Ouais, on n'est pas encore dans la maison 7 où on va se marier, on est dans le côté insouciant de la relation amoureuse, donc on n'y voit que de la légèreté, de la lumière, de la joie. Voilà. Donc avoir une lune en maison 5, ben c'est quelqu'un qui a une vision de l'amour très romantique. Voilà, très coquelicot et papillon, comme je dis souvent. Ok? Alors, pour voir un peu comment elle perçoit l'amour, on va aussi regarder sa Vénus. Donc sa Vénus, qui est là, est en Poisson. Donc c'est quelqu'un qui a, euh, comment dire, une vision de l'amour un peu inconditionnelle. Elle rêve de l'amour absolu, de l'amour pur. Mais Vénus en Poisson, c'est aussi un peu de naïveté, une vision de l'amour quelque peu fantasmée, mystifiée. Voilà, ça c'est les mauvais côtés du Poisson, le mysticisme, la naïveté, la crédulité, le fantasme, l'illusion. Et j'avoue que dans son thème, on va plutôt prendre le côté négatif des Poissons, puisque le maître des Poissons, Neptune, qui est ici, dans son thème, est rétrograde. Donc ça veut dire que quand vous avez une planète rétrograde dans votre thème, il y a des déséquilibres karmiques par rapport aux qualités positives de cet astre. Donc un Neptune rétrograde va adopter les qualités plutôt négatives. Donc le brouillard, le côté nébuleux, les fantasmes, les illusions, en ce qui concerne Neptune.
Vous voyez, donc la personnalité déjà d'Élisabeth Claire Prophète par rapport aux relations et à l'amour, c'est un petit peu idéalisé, fantasmé, rempli d'illusions, manque de réalisme, hein, avec voilà cette lune en 5, cet ascendant Cancer qui, qui véhicule une certaine dépendance affective, et puis cette Vénus en Poisson. Voilà. Donc, si on en revient à la lune en maison 5, une lune en maison 5, c'est un besoin, on est quand même dans la maison du lion, hein, le 5e signe du zodiaque, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la mise en lumière, c'est la maison de l'enfant intérieur, de la spontanéité. C'est la maison donc du lion, et le lion est un signe qui adore se mettre en avant, se mettre en représentation. Quand on touche à la maison 5, on peut parler de théâtre, de comédie musicale, enfin bref, d'art de représentation, oui, de mise en scène, si vous voulez. Voilà, il faut qu'il y ait un peu une scène. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, pour être comblé émotionnellement, de se mettre en représentation. C'est quelqu'un qui a un énorme besoin de reconnaissance. Alors, comme on est sur une lune qui a un peu des énergies de lion dans cette maison 5, c'est quelqu'un qui aura besoin aussi, pour se sentir bien avec elle-même ou comblée émotionnellement, de tirer les autres vers le haut, de faire un peu la coach, quoi. Voilà, ça fait partie de ses talents, en tout cas. Alors, cette maison 5, elle est en Scorpion. Donc là, je viens de vous parler des côtés un peu positifs, hein, d'avoir une lune en maison 5, mais le fait que sa maison 5 soit en Scorpion, il y a des choses plus sombres qui se cachent derrière tout ça, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, la lune qui est en maison 5, elle est aussi en Sagittaire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de trouver le sens de son existence. C'est quelqu'un qui va être en recherche d'enseignements spirituels, ou qui va chercher à divulguer des enseignements spirituels, philosophiques, voire religieux. Elle a vraiment ce besoin de divulguer des enseignements, quoi, hein. Le Sagittaire, c'est le signe du philosophe. Mais le philosophe qui est devenu philosophe après avoir franchi des étapes, c'est-à-dire de bohémien, il devient étudiant, et d'étudiant, il devient philosophe. Donc, il y a un côté, je suis là pour divulguer de grands enseignements, et j'ai besoin de le faire. Ok ? Alors, comme sa lune est en Sagittaire, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Jupiter, puisque Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Jupiter est ici. Jupiter, donc qui est le maître du Sagittaire, est en maison 9, la maison du Sagittaire, qui tombe en Poisson. Donc Jupiter en Poisson, avec une maison 9 régie par le signe des Poissons, qui est l'ancien signe de Jupiter. En fait, Jupiter, c'est l'ancien maître des Poissons. Maintenant, c'est Neptune. Mais voilà, donc on peut dire que Jupiter, il est très fort à cet endroit. Il est dans sa maison et dans un signe qui lui est très très familier. Très très familier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a ce besoin émotionnel de divulguer des enseignements spirituels, voire dogmatiques. Parce qu'un Jupiter dans la maison du Sagittaire, ça fait du Sagittaire sur du Sagittaire. Alors trop de Sagittaire tue le Sagittaire. Le côté négatif du Sagittaire, c'est je prends mes vérités pour des vérités absolues. J'ai une pensée dogmatique, que j'impose ma foi, j'impose mes croyances. Hein, donc, voilà. Il faudra faire... elle a déjà ce trait de personnalité-là, un peu dogmatique quand même. Avec un Jupiter en Poisson, en plus, elle dégage une aura de maîtresse spirituelle. Elle se faisait d'ailleurs appeler Guruma, qui veut dire maîtresse spirituelle, notamment sur tout ce qui concerne les relations et l'amour. Hein, Vénus en Poisson. Ok. Alors, Jupiter en Poisson. Les personnes qui ont Jupiter en Poisson, ce sont des personnes qui sont très intuitives, qui ont des capacités médiumniques, qui sont hypersensibles, qui ont des dons de canalisation et des dons énergétiques
relativement développé. Voilà, quand vous avez Jupiter en Poisson, vous êtes plutôt branché comme ça. Le souci, c'est que dans son thème astral, Jupiter est opposé au maître des Poissons, donc le signe qui régit Jupiter, et qui est en plus rétrograde. Alors, on va procéder par étapes. Jupiter, quand il est en aspect tendu à une planète, donc c'est-à-dire en opposition comme ça, ou en carré, voilà, ces lignes rouges là, c'est un problème d'excès. Il y a un excès d'ego, souvent, quand Jupiter est mal aspecté. Il y a un excès. Et là, ça concerne la planète qui traite de la spiritualité. Donc clairement, rien qu'avec un Jupiter en Poisson, dans une maison 9, opposé à Neptune, on est sur une problématique d'ego spirituel. Je vous rappelle qu'elle était à la tête d'une communauté spirituelle, Guruma, maîtresse spirituelle avec des fidèles et tout ça. Donc on peut dire qu'elle souffrait légèrement d'ego spirituel. Le fait qu'en plus, Neptune soit rétrograde, là le petit R, montre une énergie neptunienne plutôt négative, donc désillusion, mauvaise perception dans ses capacités médiumniques, bref, c'était quelqu'un qui pouvait ne pas être branché sur les bons canaux. Et elle pouvait, du coup, aussi faire de l'abus de confiance. Ça peut être ça, aussi. Jupiter opposé Neptune, c'est j'abuse de ta naïveté, de ta crédulité. Elle pouvait être persuadée elle-même qu'elle était dans la lumière, mais son thème montre qu'en fait, non. Voilà. Alors, ce Neptune rétrograde, il est en maison 3. Donc déjà, quand on a Neptune en maison 3, qui est la maison qui se réfère au signe des Gémeaux, donc tout ce qui est mental, mais plutôt du côté communication, c'est-à-dire ce que j'entends, donc les informations que je reçois, et les choses que je dis, d'accord ? Avec un Neptune en maison 3, on a affaire à quelqu'un qui a des dons médiumniques, ça c'est sûr. Elle a ce côté j'entends des choses qui viennent du subtil. Ok ? Mais, encore une fois, Neptune est rétrograde. Donc ça montre que ses capacités médiumniques, elle pouvait en avoir, sauf qu'elle pouvait ne pas être branchée sur les bons canaux, comme j'aime à le dire. La maison 3, donc la maison des Gémeaux, qui est régie par Mercure. On va regarder où se trouve Mercure pour voir. Mercure est ici. Il est rétrograde aussi. Et il est en maison 10. Ça veut dire que les messages qu'elle recevait des mondes subtils, plutôt à portée d'enseignement spirituel, puisqu'elle se prétendait être canal de maître ascensionné, donc on est vraiment dans des trucs très très spirituels d'enseignement, empreint d'ego spirituel, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle s'en est servie dans sa sphère professionnelle. Ah oui, parce qu'elle vivait de ce qu'elle faisait au sein de la secte, avec des conventions, des choses comme ça. Et elle transmettait ses messages de manière publique. La maison 10, c'est le statut social, la reconnaissance publique, tout ça. Alors, un Mercure rétrograde, qui régit une maison 3, qui tombe en Vierge, qui est quand même un signe de terre, et du mental analytique par excellence, en plus avec un Neptune rétrograde dedans, ça montre clairement quelqu'un qui manquait d'ancrage par rapport à ce qu'elle canalisait. Pas beaucoup de prise de recul par rapport à ses canalisations. Aucune remise en question. Donc on voit en plus avec une maison 3 dans le signe de la Vierge, donc une conception assez manichéenne de la vie, voire religieuse. Avec un Neptune rétrograde en 3 en Vierge, on peut voir qu'elle a divulgué des messages mystico-religieux, mais pas très bien axés, quoi. C'était un peu désaxé, tout ça. Donc on y retrouve le concept d'amour sacré, d'amour divin, les envoyés de Dieu pour éveiller les consciences, enfin tout ça c'est elle. Ok, et en plus on est sur un axe maison 3, maison 9, qui est l'axe de la connaissance et de la transmission de savoir, ou de compétences. D'accord ? Donc elle était vraiment là pour transmettre des messages, mais en fait ça s'est transformé en précepte qu'elle ne remettait absolument pas en question.
Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'est quand même un petit peu laissé dépasser par ce qu'elle canalisait, à la limite de l'auto-envoûtement, hein, quand même, hein, je dirais. Ok? Bon. Alors, on va revenir à ce Neptune-là, qui est en carré hanté, qui forme un carré hanté. Donc, un carré hanté, c'est quoi? Bah, c'est une opposition, comme ça. Donc là, ici, vous avez Neptune rétrograde opposé Jupiter, qui forme aussi un carré à la Lune. Donc vous avez Jupiter carré Lune, et Lune carré Neptune. Okay. Donc là, on voit vraiment ce côté manque d'ancrage. C'est quelqu'un qui pouvait tout le temps, canaliser H24, se laisser complètement déstabiliser par ce tourbillon de canalisation dans sa tête. Hein. Alors, pour équilibrer un carré hanté, qui provoque pas mal de tourments dans une existence, un carré hanté, il faut l'équilibrer avec le signe opposé à la pointe. C'est-à-dire que là, vous avez la Lune en Sagittaire, donc ce côté très philosophe, spirituel, enfin voilà, religieux même. Il fallait un peu l'équilibrer, enfin ce côté aussi mystique, hein, canalisation, tout ça. Il fallait l'équilibrer avec une approche beaucoup plus mentale qui est ici le signe des Gémeaux, qui préconise une remise en question, une approche vraiment cérébrale, accepter la vérité des autres, etc., confronter sa vérité à celle des autres, en ayant conscience que chacun peut détenir une partie de la vérité. Bon, on peut voir ici que l'énergie Gémeaux, hein, c'est pas terrible, parce que déjà, Mercure, qui est le maître des Gémeaux aussi, en plus d'être celui de la Vierge, il est rétrograde. Il est en plus en Bélier, donc on voit quelqu'un quand même qui a plutôt tendance à imposer ses idées. Hein, le Mars en Bélier, c'est je communique franco ce que je pense, ce que je crois, c'est plutôt imposer sa façon de voir les choses. Et en plus, il est en carré à Mars. Donc bon, ça on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui aimait, enfin je le redirai tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui n'aimait pas vraiment la contradiction. Voilà. Alors, le côté Gémeaux. Donc le côté mental, mais plus porté par sur le côté communication, il régit la maison 12. Voilà, donc une maison 12 en Gémeaux, encore une fois, ça souligne une personnalité plutôt avec des dons médiumniques importants. Voilà. Mais encore une fois, Mercure est rétrograde, donc ça montre bien qu'encore une fois, Élisabeth Claire Prophète n'était pas forcément branchée sur les bons canaux. En plus, ce qui va dans ce sens-là, c'est que l'astéroïde de la blessure, donc d'un certain déséquilibre, de choses à régler, est en maison 12, la maison des mondes subtils, de la connexion au grand tout. Donc, pour moi, une maison 12 en Gémeaux, régie par un Mercure rétrograde, avec un Chiron en plein dedans, la maison 12 qui se réfère à Neptune, qui est rétrograde aussi, tout ça, là, pour moi, ça traite aussi d'une santé mentale quelque peu fragile, ou au moins qu'on peut remettre en question. Voilà. Il y a quelque chose, parce que la maison 12, ça peut traiter aussi des asiles, d'une certaine forme de folie. Avec un Neptune qui se réfère à la maison 12, qui est rétrograde, et un Mercure qui régit la maison 12, qui est rétrograde, je pense que voilà, c'était pas forcément quelqu'un très équilibré dans sa tête. Aussi. Bref. Passons. Donc toute cette problématique dans son thème, de ces connexions Mercure-Neptune, mais du fait aussi qu'il soit rétrograde, donc Mercure rétrograde, Neptune rétrograde, pour moi ça prouve une énergie, enfin des dons de canalisation médiumnique, des messages peu fiables. Et je suis quasiment sûre qu'elle en avait pas conscience, elle était persuadée d'être dans sa vérité et d'être, voilà. Mais pour moi, c'était pas fiable du tout, c'était complètement désaxé. Et surtout, il y a cette problématique d'ego spirituel très fort, hein, chez elle. Ok. Donc toujours sur Neptune rétrograde, on voit que Neptune rétrograde, carré Lune et carré Jupiter, c'est clairement quelqu'un qui pourrait prendre ses fantasmes pour de la réalité et des vérités. Ok. Alors, une petite remarque tout de même, dans un thème astral, quand vous avez Neptune rétrograde en contact à Jupiter, ou un Jupiter rétrograde en Poisson, ou un Neptune rétrograde en Sagittaire, bref, un rapport Poisson-Sagittaire, Neptune-Jupiter,
voilà, où il y a des problématiques, des déséquilibres avec des carrés, des oppositions, ou alors des planètes en rétrograde, vous pouvez soit être dans l'ego spirituel, soit être victime d'ego spirituel parce qu'on voit qu'il y a un manque d'ancrage au niveau du rapport au monde subtil. Alors soit c'est au niveau karmique que vous avez souffert de mémoire, où vous avez un peu vous avez plongé dans l'ego spirituel et là il faudra rééquilibrer dans cette vie-là. Mais en tout cas voilà, une énergie poisson, Jupiter avec certains déséquilibres, on peut vite croire en ces fantasmes et les prendre pour de la réalité quoi. Donc je peux vous dire que c'est le cas de pas mal de personnes et ça peut être dangereux parce qu'on peut être persuadé de véhiculer des beaux messages ou des messages de vérité et en fait non, il y a quelque chose de nébuleux qui se cache au-dessous de tout ça. Alors, une autre remarque aussi. Depuis peu, Saturne est entré dans le signe des Poissons, où il résidera pendant 3 ans. Saturne en Poisson, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis un petit moment, je vous l'ai dit et répété, pour moi, entre autres choses, ça va permettre de remettre les pieds sur terre à ceux qui sont partis trop loin ou trop haut dans, voilà, une forme de spiritualité désaxée, de l'ego spirituel, les faux gourous, la fausse lumière. Il va y avoir beaucoup de rééquilibrage qui vont se faire. Voilà, pour qu'on puisse avoir un rapport à la spiritualité équilibré, incarné. Hein, voilà. Donc, parce qu'il y a eu certains abus quand même depuis que Neptune est entré en Poisson depuis 2012. Cet éveil spirituel à grande échelle, mais qui a apporté son lot de faux gourous, fausses lumières, des préceptes à tout va, comme une nouvelle forme de religion, hein, avec tous les excès du New Age aussi. Donc Saturne, il va rééquilibrer ça pendant 3 ans. Voilà. Et depuis que Saturne, enfin le jour où Saturne est rentré en Poisson, c'est-à-dire le 7 mars 2023, il y a Netflix qui a balancé, enfin moi ça m'a été proposé direct, une mini-série qui s'appelle Bourreau de la foi au nom de Dieu. Voilà, et c'est l'histoire de, je crois, 6 ou 7, alors j'ai pas tout regardé, j'ai regardé que le premier, mais plusieurs faux gourous comme ça, qu'on créé leur secte et qui ont agi avec, qu'on fait des abominations, quoi. Des viols, des choses comme ça. Et j'ai regardé que la première histoire. Mais j'ai été chercher sur internet la date de naissance de la personne dont il parle. Alors c'est des gourous plutôt asiatiques, hein, donc c'est pas facile de trouver des informations. Eh bien, la première personne dont il parle, il a par exemple Jupiter rétrograde en Poisson. Ah ben j'ai dit ben tiens. Donc vous voyez. Donc avec tout ça, le concept flamme jumelle, hein, qui a été véhiculé donc par Elisabeth Claire-Prophète, parce que selon elle, elle l'avait canalisé de Saint-Germain directement avec tous ses préceptes de flamme jumelle, vous voyez que c'est issu d'une personne qui a un rapport complètement désaxé et déséquilibré au monde subtil, et qui peut présenter quelques signes d'une santé mentale quelque peu fragile. D'accord ? Alors, ensuite, à travers ce thème, on voit que Elisabeth Claire-Prophète, elle avait un peu une personnalité un peu double. Bon, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Alors, je vous ai parlé de son ascendant Cancer, donc c'est quelqu'un qui dégage une énergie déjà très féminine, très maternelle, hein. Le Cancer, c'est l'énergie de la mère universelle. Le deuxième astre du féminin, Vénus, en Poisson, dans le signe de la compassion, la bienveillance, voilà, l'amour absolu, inconditionnel, grossi par Jupiter en Poisson lui aussi, vous voyez, enfin bon, c'est quelqu'un qui pouvait dégager comme ça énormément de douceur, d'empathie, de compassion, enfin, elle pouvait mettre en confiance assez facilement. Par contre, son thème dévoile aussi une personnalité très autoritaire, avec Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, on le retrouve beaucoup chez les militaires. Enfin, c'est une personnalité assez autoritaire et militaire, d'accord, Mars en Capricorne.
Et elle est soleil en bélier, donc le bélier c'est régi par Mars, qui est conjoint à Saturne, qui est le maître du Capricorne. Donc on peut voir quand même que c'était quelqu'un qui pouvait être un peu psychorigide avec un soleil conjoint Saturne, et un petit peu autoritaire avec un sens de l'identité assez fort, mine de rien. Voilà, je suis sûre que vous connaissez des béliers, vous savez de quoi je veux parler. Hein, c'est des personnalités assez vives, normalement, puis qui s'imposent plutôt facilement, si bien sûr dans leur thème il n'y a pas des trucs qui vont un petit peu contrecarrer ça, mais vous voyez qu'elle pouvait avoir une personnalité assez autoritaire, et qu'elle souhaitait, avec Saturne en 10, le soleil en 10, elle souhaitait être au top d'une certaine hiérarchie professionnelle. Bah, elle a été chef de son organisation, on va dire. Voilà. Et le fait que, ben, on n'oublie pas de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce Mercure carré à Mars qui peut montrer que, effectivement, elle avait du mal à supporter la contradiction. Voilà. Donc ce côté autoritaire, militaire, et en plus complété par une personnalité relativement contrôlante. Pourquoi? Ben parce qu'on va prendre ce qui se réfère à Mars, donc au Bélier, et du coup à la maison 1. Donc elle a la maison 1, où il y a Pluton dedans. Donc quelqu'un qui a un Pluton en maison 1 va dégager une énergie un peu hypnotique, magnétique. Ce sont des personnes qui ont un pouvoir d'influence sur les autres assez impactant. Voilà, donc c'est le côté plutonien, le côté, il y a une force de persuasion, quoi, si vous voulez. Il y a un certain magnétisme qui se dégage de ces personnalités-là. Le problème, c'est que, alors ça peut être utilisé à bon escient, hein, parce que Pluton, c'est une énergie qui permet de transformer aussi. Donc c'est, voilà, les plutoniens, ils peuvent enclencher une transformation chez les autres, ils peuvent les aider à évoluer, à transmuter des choses, enfin voilà. Seulement, son Pluton, il est en carré, qui est un petit peu large, mais avec le Soleil, on peut se permettre, qui est en carré à son Soleil. Donc, Pluton carré Soleil, ce sont des personnalités hyper contrôlantes, parce que beaucoup de traumas égotiques. Voilà. Il y a une personnalité égotique qui est couverte de traumas, donc c'est des gens qui vont chercher à rester dans le contrôle, euh, voilà, et à prendre le contrôle, du coup, sur les autres. En plus, Pluton étant rétrograde, il y a un rapport à l'exercice du pouvoir qui n'est pas sain. Voilà. C'est quelqu'un qui peut facilement abuser de son pouvoir, notamment. Alors, quand on parle de Pluton, on va voir un peu ce qui se passe en Scorpion. Donc on va voir que ce besoin de contrôle, bah, il se rejoue dans ce qu'elle crée, hein, la maison 5. Avec ce besoin de contrôle sur les autres, un exercice du pouvoir utilisé à mauvais escient, et comme on est dans une maison 5 avec une lune en bon signe de feu, on peut y déceler une certaine arrogance, voire un besoin de suprématie, hein. Mais comme on est sur des énergies scorpions, ça peut être de manière très dissimulée et cachée. Ok. Donc qui dit scorpion dit maison 8. Et dans la maison 8, on retrouve quoi? On retrouve la lune noire, Lilith. D'accord? Donc une Lilith en maison 8 ou une Lilith en Scorpion dans un thème, vous pouvez être sûr qu'il y a des mémoires, alors des mémoires bien enfouies. Alors on cite, c'est le côté sombre de l'âme, hein, Lilith, c'est le côté qu'on veut pas voir, ou qu'on veut pas trop montrer. Mais généralement, on nous la fait ressortir des fois de temps en temps, hein, pour qu'elle soit purifiée, apaisée, parce qu'une fois que la Lilith intérieure est apaisée, on en ressort beaucoup plus lumineux. Voilà. Mais une Lilith en 8, on est quand même sur des... ou en Scorpion. Donc une Lilith en 8, on est quand même sur des mémoires de manipulation à travers la sexualité, à travers les charmes, à travers la sensualité. Donc vous voyez ce côté très féminin, là, bah, elle pouvait l'utiliser à mauvais escient. On est aussi une manipulation, sur des manipulations énergétiques, donc généralement quand vous avez une Lilith en Scorpion ou une Lilith en 8, bah vous avez pratiqué la sorcellerie, ou vous êtes impacté par de la sorcellerie, enfin bon, c'est plutôt un côté, moi je le vois plutôt comme un côté bourreau, mais parfois on fait de la sorcellerie parce qu'on est nous-mêmes manipulés par des énergies obscures, enfin voilà, une Lilith en Scorpion ou en maison 8, c'est vraiment l'énergie de la sorcière, quoi, hein. C'est le rapport un rapport sombre au pouvoir, c'est dominant, enfin, domination-soumission. C'est soit je te bouffe, soit je me fais bouffer, quoi. Donc je préfère te bouffer, en gros. Voilà, donc les Lilith en 8, c'est les femmes fatales, c'est
C'est, je vous dis, la sorcière sombre. Donc il faut aller apaiser normalement cette Lilith en 8 pour la transformer en sorcière blanche ou en fée. Vous voyez, parce qu'avec une Lilith en 8, il y a des dons énergétiques très puissants, mais qui doivent être utilisés à bon escient, quoi. C'est vraiment des guérisseurs énergétiques, hein, les Lilith en 8. Encore faut-il qu'ils aillent nettoyer tout ce côté un peu dark. Alors, voilà, donc on voit que c'était un petit peu une manipulatrice, hein, même si elle n'osait pas se l'avouer. Parce que c'est ce qu'on cache, hein, la maison 8. Donc, un côté manipulateur. Le fait que Lilith soit en Verseau. Alors ça, Lilith en Verseau, pour moi, parce que à travers mes expériences de vie, à travers ce que je dois nettoyer sur mon chemin, j'ai appris que une Lilith qui impactait une énergie Verseau ou Uranus, ça pouvait traiter d'un plan galactique, ou alors de lignée reptilienne, luciférienne, tout ça, enfin des énergies au niveau cosmos, donc des énergies au niveau galactique, mais à force involutive. D'accord? Voilà, donc ça, je l'ai conscientisé à travers mon parcours, j'ai appris à le déceler dans un thème astral, et j'ai établi quelques théories qui se sont vérifiées après avec des consultants et des consultantes, où quand je leur parlais de ça, ils me disaient, bah tiens, on m'a dit ça la semaine dernière en canalisation, par exemple, donc ça confirmait le truc, enfin vous voyez. Donc pour moi, clairement, Elisabeth Claire Prophète, elle souffrait d'un plan galactique. Elle était manipulée par des énergies malsaines, mauvaises, d'origine galactique. Pourquoi? Bah parce que on va prendre Lilith, qui est la lune noire, donc il y a un rapport avec la lune, en plus, c'est en sextile ici, d'accord? Avec une Lilith sextile à une lune en Sagittaire, ça peut être des problématiques de fausse lumière, hein. Donc, ce qui se réfère à la Lune, bah, on va voir la maison 4, et elle a le fond de ciel qui est pile, à 1 degré près, je crois. Ouais, à 1 degré près sur le super centre galactique. Et pour moi, quand vous avez un angle du thème, ou un astre comme la Lune, ou un point comme Lilith sur le super centre galactique, ah ouais, bah, c'est sûr, vous êtes Starseed, hein. Il y a un côté Starseed, mais alors par contre, vous portez... quand Lilith est dans le truc, il y a forcément un côté sombre. Il y a un côté, voilà, manipulation par des implants galactiques, ou alors vous-même vous êtes issu d'une lignée un peu dark. Enfin bon, ça traite de choses un petit peu qu'il faut aller nettoyer, quoi. Vous voyez, donc en plus là, sa Lilith en 8, donc en Verseau, elle est carrée à un nœud sud et un nœud nord. Donc le nœud sud qui est en maison 11, la maison du Verseau. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie de manipulation qui vient pas que de cette planète, quoi. Vous voyez? Et le fait qu'elle soit en carré, ça montre que c'est pas depuis juste cette incarnation. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc voilà, ce côté Starseed, ok, avec alors les Starseed, hein, généralement, ceux qui se revendiquent Starseed, ils prônent l'amour inconditionnel, ils se demandent ce qu'ils foutent dans un monde aussi cruel, enfin, c'est toujours le côté le plus lumineux de l'existence. Mais généralement, ils portent aussi du lourd au niveau galactique, hein. Donc soit ce sont des âmes qui se sont fait happer par des forces obscures, qui ont chopé des implants, qui se sont fait manipuler, et qui du coup ont été instrumentalisés pour faire des choses pas cool. Voilà, donc sorcellerie, relais d'implants sur d'autres âmes, enfin des choses comme ça, assez lourd. Ou alors, bah, c'est des personnes qui sont foncièrement d'origine reptilienne et luciférienne, et puis là, ben, il faut aller traiter tout ça, quoi. Voilà. Donc elle, moi, ça pourrait être plus d'origine luciférienne, voilà, des implants lucifériens, parce qu'elle a Lucifer, je crois, ici, dans sa maison 8. Là, je l'ai pas remis, mais je sais qu'elle a Lucifer en 8, et en plus, à côté de son soleil, il y a l'astéroïde Baal, qui est un démon, qui manipule ses victimes. Voilà, qui manipule. C'est un démon manipulateur. Bon, bref. Donc vous voyez, c'était quand même quelqu'un qui d'apparence avait l'air très lumineuse, avec une grande sagesse, elle pouvait impressionner parce qu'elle était capable de transmettre, et puis quand on gratte un petit peu sous le vernis vénusien, là, et neptunien, ben on se rend compte, voilà, que c'était pas forcément très 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 clean, tout ça.
Donc je vous dis, est-ce que c'est quelqu'un qui a été manipulé par des énergies obscures à l'insu de son plein gré, et qui du coup a véhiculé un concept qui permet de manipuler les gens à grande échelle sous couvert de fausses lumières? Voilà, hein, parce que moi, ça me fait vraiment me poser la question, est-ce que le concept flamme jumelle, c'est pas une manipulation d'énergie luciférienne, reptilienne, sous couvert d'amour pur, et voilà, hein? Pour moi, c'est de la manipulation spirituelle et émotionnelle à grande échelle. Je suis tombée dedans, mais parce que je souffrais d'un plan reptilien aussi. Donc ceux qui sont voilà impactés par des implants galactiques peuvent tomber dans le piège. Ceux qui sont plutôt équipés d'énergie crédule ou naïfs ou un côté neptunien un petit peu déséquilibré peuvent tomber dans le piège. Voilà. Donc on est quand même sur du Jupiter opposé Neptune, rétrograde, Vénus en Poisson, tout ça, on est quand même sous de la fausse lumière, hein. Sous des airs de choses qu'on a envie d'entendre, hein, le côté très lumineux d'un amour, voilà, qui dépasse les limites humaines. En fait, il y a de l'instrumentalisation, quoi. Donc pour moi, le concept flamme jumelle permet d'instrumentaliser pas mal de choses, permet d'entretenir des personnes dans un espèce d'amour fantasmé, mystifié, alimente beaucoup d'ego spirituel de la part de certains, voilà, mais aussi beaucoup d'illusions, Neptune rétrograde, hein. Donc voilà, sur ces implants reptiliens, lucifériens, galactiques, les dracos et tout ça. Alors moi qui suis en train vraiment depuis plus d'un an et demi maintenant, hein, je suis vraiment en train de nettoyer énormément de choses au niveau galactique, par rapport à un lien d'âme particulier. On commence à me parler, enfin mes thérapeutes commencent à me parler, parce que aussi ils cheminent, ils évoluent, de fausses 5D. Voilà, comme quoi les énergies galactiques à source involutive, donc ceux qui sont là en fait pour nous drainer ou pour nous tirer vers le bas ou nous empêcher de conscientiser certaines choses. Parce qu'au final, quand on est trop dans le côté neptunien, bah on oublie le mental, donc on arrête de se poser des questions. C'est bien ça le travers du New Age, c'est qu'on diabolise le mental, surtout réfléchis pas, ressens, ne creuse pas trop, donc bah si, il faut creuser avec des approches un peu plus analytiques, scientifiques, pour voir un peu ce qui se cache sous ces écrans de fumée parfois. Voilà, donc moi voilà, on commence à me parler de fausses 5D, qui serviraient en fait à relier certaines personnes à des illusions de lumière, pour mieux les instrumentaliser au service de l'ombre en fait. Moi je dis que ça fait flipper. Donc, il y a mon chat qui vient d'ouvrir la porte, ça fait genre thriller, tu sais. Donc voilà, la 5D où tout est plus doux, plus lumineux, où on capte les maîtres ascensionnés, ou je sais pas quoi. Voilà, bah ça coupe un peu des choses un peu plus sombres qui seraient à affronter, à conscientiser, à les dégommer, à les dégager. Voilà, tout ça sert à mieux endoctriner les gens, les couper de leur discernement. Voilà, on commence à me parler de choses comme ça, alors bon, on, on verra bien. Mais c'est vrai que ça arrive dans une période où je vous ai dit, Saturne est en Poisson pendant 3 ans, donc il va ramener les pieds sur terre à beaucoup de gens, il va recadrer les choses par rapport à ce côté très éthéré de l'existence, la spiritualité, tout ça. Et ça va coïncider avec l'arrivée de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, on est parti pour 20 ans de Pluton en Verseau, donc bon, ça prendra le temps qu'il faudra, mais Pluton en Verseau, il va peut-être aussi, quand on est dans un cheminement de retour à l'authenticité, un chemin, voilà, retrouver son âme, qui on est, Pluton en Verseau, il va nous aider à les transformer, transmuter, épurer tout ce qui peut impacter nos âmes, mais au niveau beaucoup plus cosmique, quoi. Donc toutes ces histoires d'implants, de reptiliens, d'influences qui viennent de très 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 loin, quoi. Voilà.
Donc Pluton en Verseau, il y sera définitivement à l'automne 2024, mais il va y passer 2 mois et demi, là, au printemps 2023, avant de revenir en Capricorne. Voilà, il va osciller entre Capricorne et Verseau jusqu'à l'automne 2024, en fait. Donc on se rend pas compte comme ça, mais il y a énormément de gens qui sont impactés par des implants et qui en fait sont totalement instrumentalisés, n'en ont pas conscience, et ben du coup, alors qu'ils ont l'impression d'être vraiment bienveillants ou de vouloir faire le bien, qui sont pleins de bonnes intentions, il y a des choses en eux qui les instrumentalisent, qui les rendent des instruments, qui font d'eux des instruments de fausse lumière, de manipulation, d'endoctrinement. Voilà. Donc à travers un thème astral, vous pouvez regarder ça. On peut voir ça. Voilà. Bon, faut être prêt, hein. Faut être prêt parce que je pense notamment voilà, aux sensibilités très très féminines ou les starseeds justement qui sont plutôt hypersensibles, mettre le nez dans le caca, c'est pas toujours, ou alors être confronté vraiment aux des trucs très très sombres, c'est difficile, mais en même temps, bah, c'est nécessaire, quoi, parce que on a besoin de sortir de certaines illusions, quoi, pour être plus authentique, gagner en humilité et en justesse, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Bon bah voilà ce que je pouvais vous dire sur Élisabeth Claire Prophète. Moi depuis que j'ai conscientisé ça, ben j'ai abandonné cet égrégore flamme jumelle que j'ai malencontreusement alimenté pendant 4 ans. Voilà. Mais cet égrégore a la dent dure. Mais je vois qu'il y a quand même une vague un peu de voilà, d'ouverture de conscience, les langues se délient, il y a un processus de démystification par rapport à ce concept flamme jumelle, mais bon, quand on voit d'où ça vient, il faut mieux. Voilà. Donc ben j'espère que cette vidéo astrologique vous aura éclairé, vous aurez trouvé des choses intéressantes, et puis ben si vous voulez une étude de thème ou de synastrie ou une guidance ou quoi que ce soit, regardez en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Il y a l'adresse de mon site où mes services sont expliqués. Et puis si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, à liker, enfin vous connaissez quoi. Moi, ça m'aidera aussi sur mon chemin. Voilà, je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous. À très vite mes amis.